Jacques Ayadji, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 28 février et 28 février, cela fait 34 ans que la conférence des forces vives de la nation s'est tenue au Bénin. Cela prenait fin à cette date exactement. Pourtant, 28 février, aujourd'hui, c'est presque un jour ordinaire au Bénin. Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, votre démarche vers moi avec beaucoup d'émotion parce qu'aujourd'hui, 28 février 2024, nous sommes à 34 ans, jour pour jour, de cette historique conférence nationale des forces vives. De la fin. De la fin, de la clôture. Rappelez-vous que le 28 février 90 était un mercredi. Et 28 février 2024, un mercredi également. Donc c'est un anniversaire historique. Et j'aurais pu ne pas me prêter à vos questions parce que je venais de m'exprimer publiquement sur plusieurs chaînes, dont la vôtre. Mais rejeter votre initiative me paraîtrait comme un refus de célébration des pères de cette conférence nationale-là. Donc vous dites que c'est comme un jour ordinaire. Je ne pense pas. Même s'il n'y a pas une célébration publique du genre du 1er août de notre pays, je crois que les Béninois individuellement célèbrent le 28 février. N'est-ce pas un problème? N'est-ce pas qu'on aurait dû instituer cela? Ben oui, bien sûr, parce que c'est comme l'indépendance. J'ai suivi une émission ce matin sur Radio Tokpa où Madame Zanou s'est prononcée. Elle a parlé du 1er août 1960 comme une date d'affranchissement de notre pays par rapport aux pays colonisateurs. Et également, elle parle de février, du 28 février, comme aussi un affranchissement par rapport aux violences que nous faisions entre nous et qui ont conduit à la conférence nationale. Donc, je pense que notre pays est dans sa marche. Je crois qu'un jour, on pourra décider de commémorer cette date du 28 février. Ce n'est pas encore tard. Il n'est jamais tard de bien faire. Les politiques m'entendent et comme vous êtes le porte-voix des populations, peut-être que vous relayez un souhait des populations. Ça peut arriver un jour. Jacques Ayadji, c'est quand même surprenant de votre part que vous attachiez autant d'intérêt, autant d'importance à la conférence nationale, lorsqu'on sait que c'est de vous également cette phrase, il faut jeter la Constitution dans la poubelle, il faut la déchirer. J'ai jamais dit ça. Cela dit, j'ai dit quelque chose. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que la Constitution du 11 décembre 90 est un poison lent pour notre pays. Mais ça ne veut pas dire que l'initiative de regrouper les Béninoises et les Béninois de toutes obédiences politiques, de toute tendance, de toute sensibilité dans une salle pour nous permettre de passer d'un régime militaro-marxiste avec tout ce que cela comporte comme torture, comme dictature et autres, à un régime de démocratie populaire sans la moindre effusion de sang, on ne peut pas saluer cela. La Constitution du 11 décembre 1990, c'est un poison lent, mais c'est pourtant cette conférence nationale qui l'aura généré. Oui, bien sûr. C'est pas parce que vous êtes un homme et une femme de très bonne éducation, de très bonne conduite, de très bons, tout ce que vous voulez, qu'il est exclu que votre progéniture ne vous ressemble pas. Ça peut arriver, non? Les géniteurs des hommes ou des femmes d'une certaine qualité négative ne font pas forcément cela. Il ne faut pas me présenter comme quelqu'un qui rejette la conférence nationale. Non. Moi, je salue la conférence nationale. Et j'appelle encore de tous mes voeux qu'aujourd'hui, nous puissions aller nous rasseoir pour faire le bilan des 34 ans d'application de cette constitution-là, qui, à mes yeux, apparaît comme un poison lent, parce que depuis lors, il n'y a jamais eu de période où les Béninois se sont sentis contents de leur classe politique. On a eu à dire les mêmes choses toutes les fois, quel que soit celui qui est au pouvoir. Et ça a inspiré un de nos artistes éminents, Bobo Villot, pour ne pas le nommer, pour dire Médénéon-Mien. Ok? Donc si on dit Médénéon-Mien, est-ce que c'est la faute forcément des dirigeants ou du système? Donc voilà un peu ce que je peux vous répondre. Mais je voudrais saisir l'opportunité que vous m'offrez pour m'adresser aux députés.
Avant cela, si vous permettez, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment qu'il faut finir avec la conférence nationale, les acquis et tout ce qu'on dit? Cela est entendu de plus en plus ces derniers jours. Moi, je pense que la conférence nationale, en tant qu'événement historique, ne pourront jamais en finir avec. Mais les outputs de cette conférence nationale, on les a suffisamment éprouvés. Et aujourd'hui, on peut estimer que 34 ans après la mise en œuvre de cette constitution-là, on peut vraiment estimer que cette constitution a atteint son apogée. Et il faut vraiment penser, comme Moël Bénin le défend, et l'a défendu au niveau des élections législatives de 2023, il faut penser à une nouvelle constitution pour donner naissance à une nouvelle république. Cela dit, on ne peut pas effacer la conférence nationale. On peut chercher à adapter notre constitution à l'ère du temps. Et pour le faire, il n'appartient pas à une portion ou à une catégorie du peuple de le faire en lieu et place de tout le peuple. De la Constitution ou de la révision de la Constitution, on va en reparler tout à l'heure. Mais pensez-vous qu'on est toujours dans le sillon, dans la voie tracée par la conférence nationale en 1990? Moi, je ne pense pas qu'on ait changé fondamentalement. Je ne pense pas. Parce que la Constitution de 1990, il y en a qui l'apprécient, moi je l'apprécie moins. C'est une Constitution qui permet à une minorité du peuple de prendre en otage tout le peuple. C'est le cas actuellement. Ça a été le cas tout le temps. Tout le temps depuis 1990, c'est une minorité, la classe politique, qui prend en otage. Il suffit seulement de regarder les salaires politiques par rapport aux salaires des fonctionnaires ordinaires, des travailleurs ordinaires. Donc, c'est une constitution qui paupérise la majorité des populations au profit. Quand on était un peu au collège, on parlait d'ultra-minorité, d'une ultra-minorité de nos populations. Vous voyez le fossé incommensurable qu'il y a entre le peuple à la base et les dirigeants politiques. Donc, c'est une constitution qui ne nourrit pas le peuple, mais qui nourrit abondamment une ultra-minorité des populations qui constituent aujourd'hui les autorités politiques du pays. Alors, actuellement, c'est la révision de la Constitution, le débat sur la révision de la Constitution, et on connaît votre position, la position de votre parti, Moël Bénin. Et pourtant, c'est vous qui souhaitez une nouvelle Constitution. Visiblement, cette initiative-ci n'est pas pour nous conduire à la Constitution telle que vous la voulez, apparemment. Bon, vous me donnez l'occasion de m'adresser aux députés, parce que c'est le seul avantage que je tire de votre démarche vers moi. C'est la seule opportunité que je tire. Me donner l'occasion de m'adresser aux députés, aux 109 que nous avons aujourd'hui. Je voudrais leur dire que si effectivement ils se considèrent comme des élus du peuple, s'ils se considèrent comme des hommes et des femmes à qui le peuple a délégué sa souveraineté pendant un temps, qu'ils sachent que aucune des 24 circonscriptions électorales aujourd'hui, aucune des populations des 24 circonscriptions électorales aujourd'hui n'adoube la révision de la Constitution. Aucune des populations des 77 communes du Bénin n'adoube la révision de la Constitution. Mais comment vous le savez? S'il n'y a pas de manifestations pour, il n'y en a pas contre non plus. Non, évidemment, le peuple béninois sait comment s'exprimer. Et il faut être d'une mauvaise foi caractérisé pour ne pas se rendre compte par soi-même que autant personne, mais alors personne, dans aucune des 24 circonscriptions électorales, en dehors des chantres de cette affaire-là, aucune des populations n'adopte ça. Il y en a de même dans les communes, dans les arrondissements, dans les villages et dans les quartiers des villes. Donc si on est un représentant du peuple, il faut s'abstenir d'aller dans le sens de ce que le peuple ne veut pas. Parce que le peuple béninois, dans son entièreté, rejette la révision de la Constitution dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Et puis, le président de la République, qui est l'élu le plus légitime, le rejette. Donc, on ne peut pas être représentant du peuple et braver le peuple. On ne peut pas être représentant du peuple et braver le président de la République. On ne peut pas être soutien du président de la République et le braver. Je voudrais leur dire de classer ce dossier de révision de la Constitution. Parce que le fait même de l'évoquer au Parlement apparaît, à mon sens, déjà
comme un mépris de la population. Il ne faut même pas l'aborder. Ils ont déjà fait l'erreur de recevoir le projet, de l'affecter en commission des lois. Ils ont poussé l'erreur jusqu'à adopter la proposition en commission, mais il ne faudrait pas amener ça en plénière. Parce que le faire, c'est d'afficher un irrespect caractérisé aux populations dont ils estiment être les représentants. C'est afficher un irrespect caractérisé au président de la République qui est l'élu le plus légitime, parce que les députés sont élus dans les circonscriptions, alors que le chef de l'État, lui, il est élu sur le plan national. Donc je leur demande de ne pas afficher du mépris à toutes ces personnes-là, parce que comme on le dit communément en fond, que ceux qui ne comprennent pas font m'excuse, et là, agbantement et non wani agbanondoma. Le agbantement là, c'est les élus, c'est les députés. Le agbanon, comme Laurent Gbagbo l'a dit, c'est le peuple. Et s'ils estiment être des représentants du peuple, c'est qui sont les agbancontons. Et le agbanon a dit, je ne veux pas qu'on touche à mon agban. Donc il ne faudrait pas qu'il le fasse. Je voudrais leur dire aussi que lorsqu'on prend un vase, ce n'est pas le plus grand volume qui fait déborder le vase. Ce n'est pas le plus grand volume. Mais c'est une dernière goutte de trop qui fait déborder ce vase-là. Et j'ai la faiblesse de penser que aller sur ce terrain de la révision de la Constitution, dans les conditions dans lesquelles ils veulent le faire là, c'est apporter cette goutte supplémentaire pour faire déborder le vase. J'espère qu'ils ne vont pas détruire le pays dans les mains du chef de l'État. Parce que le chef de l'État a dit, le peuple n'en veut pas. À partir de cet instant-là, si on est dans un soutien fidèle et loyal au chef de l'État comme Moël Bénin, on doit éviter d'apporter cette goutte supplémentaire pour faire déborder le vase de notre pays, pour nous ramener, je ne le souhaite pas, dans une situation similaire à celle que nous avons connue dans les années 80, qui nous ont conduits à la conférence nationale. Donc, il faut qu'ils évitent cela et je les appelle à l'éviter parce que de toutes les façons, la révision ne passera pas. La révision de la Constitution ne passera pas, mais ils auraient montré au peuple qu'ils auraient affiché un mépris au peuple en mettant en débat cette proposition-là en plénière. Cela arrive rarement, peut-être jamais encore. Vous êtes pour une fois sur les mêmes longueurs d'onde que le parti Les Démocrates, puisque ce parti est également contre la révision de la Constitution. Non, moi, je n'ai pas sur les mêmes longueurs d'onde que les démocrates. Vous savez que ce soit ceux qui sont aujourd'hui les chantres de la révision de la Constitution que ceux dont vous parlez là, ce sont les mêmes. Rappelez-vous, en 2015, 2014, ces choses-là, c'était eux qui étaient, parce qu'ils étaient au pouvoir, c'est eux qui voulaient forcément la révision de la Constitution. Et nous, de la mouvance aujourd'hui, nous étions en quête de conquête de pouvoir. Et nous avons joué le rôle d'opposition ou bien de bloqueur de cette tentative-là. Donc aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont en position de faiblesse. Vous étiez les acteurs du mercredi rouge ou des mercredis rouges? Moi, je n'ai pas fait mercredi rouge. Ceux qui ont fait mercredi rouge savent que moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont fait mercredi rouge. Mais à l'époque, les mouvements ont mutualisé les luttes. Oui. Vous étiez au devant des marches, les 3 marches, notamment des magistrats à Porto-Novo. Vous étiez régulièrement là? Oui, c'est bien. C'est pas Mercredi Rouge qui a organisé la marche. Je crois que c'est contre le retrait du droit de grève aux magistrats. Avec, je ne vais pas rappeler, c'est quand même de bons souvenirs dans le pays. Donc, je voudrais simplement vous expliquer que c'est les mêmes. Ils échangent les rôles. Aujourd'hui, les démocrates, ils réclament. Ils sont contre la révision parce qu'ils se disent qu'avec ces révisions, leur chance d'arriver au pouvoir est mince. Nous, on veut faire la révision parce qu'on veut peut-être que notre camp soit maintenu au pouvoir, etc. Moël Bénin apparaît comme une force centriste. Dans tous les cas, quelque chose sera fait puisqu'il faut corriger la décision de la Cour constitutionnelle. Mais alors, comment on s'en sort? Je vais quand même poursuivre un peu votre préoccupation sur les démocrates, parce que vous voyez aujourd'hui, ce parti réclame quoi? Les assises nationales. Comme vous d'ailleurs. Oui, Moël Bénin ou plus précisément Jacques Ayadi
a toujours réclamé depuis 2011 les assises nationales. En 2015-2016, j'avais dit à mes amis qui sont du parti Alternative Citoyenne, vous les connaissez. De Joseph Diogbenou à l'époque. Aden et autres, j'avais dit qu'on ne devrait plus organiser les élections au Bénin sur la base de la Constitution du 11 décembre 1990. Qu'il fallait forcément, avant l'élection de 2016, qu'on aille aux assises pour que plus aucun président de la République ne prenne le pouvoir sur la base de la Constitution 11 décembre 1990. Il m'avait convaincu à l'époque que le président qui était en exercice était disqualifié pour organiser ces assises-là, que d'attendre que les élections passent pour que ces assises soient organisées par le président qui sera installé en 2016. Alors le champion est là, mais aujourd'hui, eux tous ils refusent aussi les mêmes assises. Je constate malheureusement que ce n'est plus leur position et je le regrette énormément. Donc, je dirais que les démocrates, on avait demandé des assises. Le président Boni Yayi pouvait organiser ces assises et rentrer dans l'histoire. Il a refusé. Aujourd'hui, il est le premier à réclamer. Peut-être, je lui aurais dit, c'est quand vous avez les leviers du pouvoir en main qu'il faut faire ce qui est bon pour le pays, parce que on ne sera jamais éternellement à la même position. Donc voilà ce que je veux dire par rapport aux assises qui réclament, qui ne viennent pas, mais que Moël Bénin continue de réclamer. Parce que nous ne pouvons pas nous en sortir sans aller nous asseoir. Il n'y a pas ce programme, cette planification qui dure dans le temps sans revue. Même dans nos ministères, lorsque nous faisons des plans de travail annuels, juste pour une année, nous faisons 4 revues par an pour regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour redresser le tir. À plus forte raison, une constitution qui a duré 34 ans. Je crois que le moment est venu pour que nous puissions aller nous asseoir pour faire ce qu'on appelle la revue, redresser les choses. Et moi, je voudrais demander au président Talon de rentrer dans l'histoire en convoquant ces assises-là, en invitant tout le monde pour que nous puissions mettre notre pays sur la table et que tout le monde donne ses idées pour que nous puissions créer, fonder cette nouvelle République que nous appelons de tous nos vœux. Jacques a dit, la révision de la Constitution, comme vous l'appréhendez, peut ne pas passer, mais le code électoral sera corrigé. Oui, je sais, on n'a pas le choix puisque la Cour a donné une direction sûre. Et je constate que aussi bien l'opposition que la mouvance, ils ne veulent pas de la paix dans ce pays. Non, pas du tout. Parce que lorsque vous prenez la proposition de loi des démocrates, vous allez voir que eux, ils souhaitent que les parrains soient forcément ou obligatoirement les députés et les maires en exercice. D'accord. N'est-ce pas qu'ils ont raison, n'est-ce pas? C'est qu'ils ont déjà conquis ce sur quoi ils peuvent déjà compter. Pardon? N'est-ce pas que ce sont déjà ces parrains qu'ils ont déjà et ceux sur qui ils peuvent déjà compter? Non, il faut suivre la décision de la Cour, qui est une décision qui apparaît à mes yeux et aux yeux de Moël Bénin comme une décision très sage, une décision préservatrice de la paix en 2026. D'accord? Parce que la Cour a dit, ce sont les députés actuels qui vont parrainer. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la configuration de l'Assemblée nationale, c'est que si c'est mis en application, nous sommes sûrs que à l'élection présidentielle de 2026, tous les camps seront représentés, sauf peut-être un camp. Lequel? Le camp qui ne se retrouve ni parmi les députés, ni parmi les maires. Les partis non représentés au Parlement ou dans les conseils communaux. Un camp comme celui de Moël Bénin. D'accord? Il faut, avec cette décision de la Cour, l'occasion sera donnée aux partisans de ces partis-là, s'ils veulent être représentés à l'élection présidentielle de 2026, d'accorder des élus à cette troisième catégorie pour que tout le monde soit représenté à l'élection présidentielle. Et c'est ce que la décision de la Cour nous permet de faire. Parce que on dit que c'est les maires, les nouveaux maires qui vont parrainer. Donc si Moël Bénin ou Renaissance nationale ou d'autres partis politiques participent aux élections couplées
législatives et communales de 2026. Si le peuple veut qu'il soit représenté au niveau de l'élection présidentielle, ils seront représentés. Mais avec la posture des démocrates, c'est qu'ils ne veulent pas cette troisième catégorie d'acteurs politiques à l'élection de 2026. Mais s'il revient dans le camp de la mouvance, c'est encore plus grave. C'est plus grave que la posture des démocrates. Parce que eux, ils veulent, je parle de l'UPR et de BR, ils veulent que ce soit les élus de 2026, aussi bien les députés que les maires, qui soient les parrains. Ça veut dire qu'ils amènent le peuple béninois à faire un saut dans l'inconnu. Pourquoi il parle de saut dans l'inconnu? Si nous allons aux élections de 2026 et pas extraordinaire, le peuple donnait aussi bien les députés et les maires à un seul camp, on risque d'avoir une élection présidentielle à un visage non souhaité. Mais est-ce que ce n'est pas le visage du peuple alors? Non, moi je pense que nous sommes en démocratie. Une élection, ça se discute. Et n'oubliez pas que la constitution que le peuple s'est donnée en 1990 n'avait pas prévu les parrains. Si nous avons prévu un dispositif de parrainage, c'est qu'il faut faire en sorte que l'élection soit discutée. Le plus inclusif possible. Le plus inclusif possible. Donc cette posture qui dit que c'est les élus à venir qui vont parrainer est une posture dangereuse. Autrement dit, si je vous résume bien, vous auriez souhaité que ce soit les députés actuellement au Parlement et puis de nouveaux maires qui soient les parrains de la présidentielle de 2026. C'est bien cela? C'est pas moi qui l'ai voulu. Il suffit de lire la décision de la Cour. Dans l'esprit de cette décision de la Cour, c'est cela. Vous l'approuvez également? Je viens de vous dire que c'est une décision préservatrice de la paix en 2026. Parce qu'au moins, avec cette posture que la Cour a prise, nous sommes sûrs que l'élection présidentielle sera disputée. Mais ce sont les députés qui ont le dernier mot. C'est notamment la majorité qui va compter dans la décision, enfin dans le vote final. Ce que la Cour a dit, il faut la respecter. Nous ne pouvons pas être dans un état de droit comme le nôtre, où nous avons écrit noir sur blanc que les décisions de la Cour ne sont pas susceptibles de recours et s'imposent à tout le monde, pour entrer dans une sorte de rébellion à la décision de la Cour et de rébellion à la position du chef de l'État. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter lorsqu'on sait que la même Cour, elle est là, elle observe tout, elle a le fin mot, le dernier mot? Oui, moi j'aurais bien souhaité que la Cour va, comme on dit dans le Clutor là, la Cour fera son rôle de Mario là, pour que lorsque les gens veulent nous amener à prendre des décisions, à avoir des postures attentatrices à la paix, que la Cour puisse dire non. Mais je voulais dire aux députés que pour régler le problème posé par la Cour, on n'a pas besoin de midi à 14h. Il faut revoir le code électoral et éviter de faire ce que l'UPR a dit, éviter ce que les démocrates ont dit et revoir le code de façon à imposer l'installation des conseils communaux entre le 1er et le 3 février 2026. Ça ne viole pas la Constitution. La Constitution dit que les conseils communaux doivent être installés entre le 1er et le 3e dimanche du mois de février 2026. Donc, installer les conseils communaux entre le 1er et le 3 reste conforme à l'esprit de la Constitution. C'est ça qu'il faut faire et non autre chose. Et les préfets ont la possibilité de le faire parce que le commandement est composé de 4 personnes, du préfet, du secrétaire général et des 2 chargés de mission. S'ils se distribuent les communes, je pense qu'ils vont finir de faire ces installations en très peu de temps. Et avant le 5 février 2026, les maires seront déjà connus, surtout qu'ils ne sont plus élus par les conseillers, sont désignés par les partis politiques. Les maires seront connus et nous aurons vraiment une élection disputée. Pour finir, je voudrais dire quelque chose qui me fait mal. Parce que lorsque des députés se réunissent pour toiletter ou bien pour élaborer un code électoral pour les élections auxquelles ils sont appelés à participer, ça pose
à mon sens, un problème éthique et moral. De quelle manière? Mais imaginez un instant que on veuille proposer les épreuves au baccalauréat, par exemple, et on dit à une catégorie de candidats de se mettre ensemble pour créditer ces épreuves-là. Je pense que ce n'est pas bien. On l'a fait depuis 90. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on l'arrête après ce qu'on est en train de faire là. Mais n'est-ce pas le rôle du député dans tous les pays du monde? Oui, sur le pays de Bénin, n'est pas tous les pays du monde. Vous savez, nous sommes dans un pays où l'individualisme prend le pas sur tout. Lorsque le Béninois sait qu'il est en train de faire un test pour régir une compétition à laquelle il est appelé à participer, il rédige tous les mots de ce test-là en tenant compte de lui. Vous soupçonnez que les lois électorales, le code électoral est taillé sur mesure à chaque élection? Bon, ça, c'est un secret de polichinelle. Vous le savez avant de me poser la question. Non seulement ce code est taillé sur mesure depuis 1990, et ce code, il est de moins en moins bon. C'est que lorsque vous prenez un code électoral d'une période à l'autre, vous voyez que le nouveau code est médiocre par rapport à l'ancien, et c'est ce que nous faisons jusque-là. Ce que moi je voudrais faire comme proposition, c'est que si il est vrai que c'est au Parlement qu'on doit élaborer et voter le code, si une mandature arrive à se prononcer sur un code, il faut prendre des dispositions pour que tous les députés de ces mandatures soient exclus, soient inéligibles à l'élection qui va venir. Parce que tant qu'ils seront éligibles, vous allez voir les gens défendre le quitus fiscal quand ils sont au pouvoir. Quand ils ne sont pas au pouvoir, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord pour le quitus fiscal. Donc, chacun regarde midi à sa porte et ça ne va pas. Et on ne fait jamais des débats sur des problèmes de préoccupation nationale. Les gens font des débats sur des problèmes pas importants. Aujourd'hui, tous les débats qu'ils font, la personne ne veut réhabiliter nos compatriotes de la diaspora dans leur, comment on appelle, les élections législatives, dans leur droit. Vous n'avez ni les démocrates, ni, comment on appelle, l'UPR et BR, dans les deux propositions que j'ai vues, personne n'a pensé à sauter le verrou d'un an que nous ayons mis de façon bizarre dans le code électoral pour empêcher certaines catégories de population, notamment ceux de la diaspora, de participer aux élections. Personne n'a pensé à faire des choses de préoccupation nationale. J'ai entendu le député Aké dire que la Constitution française a été touchée plusieurs fois sans problème. Mais ce que je voudrais lui dire, c'est que les gens dans ces pays-là ne touchent pas comment on appelle, aux constitutions pour des problèmes politiciens. Vous allez voir que c'est des débats nationaux, des débats qui préoccupent les populations. Par exemple, la dernière révision constitutionnelle qu'il y a eu en France, vous savez que ça a beaucoup mis l'accent sur l'immigration. Lorsque l'extrême droite veut maîtriser le flux d'entrée des migrants en France, veut réduire ça au strict minimum, et le président Macron voit qu'avec cette demande-là, tout le monde rejoint Marine Le Pen. Ils ont mis ça en débat. Je n'ai pas encore vu en France les gens veulent modifier la Constitution pour inverser l'ordre des élections, ou bien pour mettre le parrainage, ou bien pour augmenter la caution, ou bien non, c'est pas des problèmes de préoccupation nationale. S'il m'était permis de faire une conclusion, j'allais demander droit dans les yeux à ces députés qui sont au Parlement de penser à Monseigneur Isidore de Souza, de penser comment on appelle Mathieu Kérékou, de penser au vieux de Tchénou, de penser à Madame Ndameda Grace Adamo, de penser à tous ceux par terre qui étaient au présidium de la conférence nationale, qui ne sont plus de ce monde, de penser même à tous les participants à cette conférence nationale pour éviter de déchirer le testament qui est le nôtre, ce testament qui est la Constitution, même si moi, Bénin, souhaite que nous ayons une nouvelle Constitution, évidemment, ne souhaite pas qu'on l'ait dans ces conditions-là, parce que le Agbanon n'a pas été consulté. Agbanon, c'est le peuple. Le peuple dit non. Si le peuple dit non à quelque chose, il ne faut pas le faire. Voilà une révision de la Constitution qu'on a déposée sur la table du Parlement par un député qui n'a même pas pris la peine d'en discuter au niveau de son parti politique. Il a d'abord déposé
avant d'aller s'expliquer au parti, et le parti n'a fait que prendre acte. Nous sommes de la mouvance. Personne ne nous a appelés pour qu'on débatte de cette proposition de révision de la Constitution, mais on parle de consensus. Le consensus n'est même pas obtenu au niveau du bloc républicain. Il n'est pas obtenu au niveau de l'UPR parce qu'on a vu des gens comme le professeur Tokpanou, on a vu des gens comme le ministre de la Sécurité se prononcer ouvertement contre la Constitution. Donc il n'y a pas de consensus au niveau de la mouvance. Donc, on ne peut pas espérer qu'il y ait un consensus au niveau national. Abstenons-nous d'apporter cette dernière goutte d'eau pour faire déborder le vase. Jacques Kayadji, merci. C'est moi qui vous remercie.